Bonjour à tous, aujourd'hui dans RetroReel, nous allons parler de l'un des réalisateurs mexicains les plus en vogue actuellement. Et heureusement pour nous, Titan ne va pas reprendre l'ignoble parodie d'accent mexicain qu'il avait pris à la fin de l'épisode 2. Aujourd'hui dans RetroReel, nous allons parler de Alessandro González Iñárritu. En même temps, c'est dans le titre de la vidéo. Non, mais c'était une simple formule pour introduire la vidéo. Ah ok, mais tu te contentes de dire qu'on va parler de ce réalisateur mexicain, ce qu'on sait déjà, parce que c'est dans le titre de la vidéo, et pas un mot sur son style. Non, mais je voulais aller direct à l'essentiel pour l'introduction, parce que sinon les gens ils zappent si... Tu comprends, si l'intro est trop longue, sur internet, les gens... ils vont regarder une autre vidéo, tu comprends? Ah d'accord. Ah c'est pas mal ça de faire une intro dynamique qui va à l'essentiel et qui s'attarde pas sur du superflu. Du coup, tu veux peut-être que je lance l'intro de façon dynamique? Voilà, exactement, c'est ça. Ok, j'envoie l'intro. Durant sa jeunesse, Iñárritu a pas mal voyagé en Europe et en Afrique. Ces voyages lui offrirent une culture qui lui fut par la suite très utile pour ses films. Ensuite, il a fait des études en communication. En parallèle de ses études, il anime une émission de radio sur le rock et compose lui-même des musiques de films. Il est donc d'abord un mélomane et un musicien avant d'être un cinéaste. Plus tard, il suit des cours de théâtre puis part aux États-Unis pour suivre des cours de direction d'acteur. Par la suite, il crée en 1990 la Zeta Film pour produire différents types de contenus audiovisuels. Plus tard, Zeta Film est devenue l'une des plus puissantes sociétés de production de Mexico. En 1995, à 32 ans, il écrit, produit et réalise pour la télévision le moyen-métrage Detrás del Dinero. Et après, tu dis que c'est moi qui ai un accent espagnol de merde. Ce téléfilm marque son passage à la réalisation. Je pense que son vécu et tout particulièrement ses voyages lui ont été très bénéfiques pour ses réalisations. Bref, donc ensuite il écrit pendant 3 ans avec Guillermo Arriaga son premier long métrage Amour Chienne. Au jour où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 31 décembre 2016, il a réalisé 6 films. Amour Chienne, 21 grammes et Babel, ces 3 premiers films ont de nombreuses similitudes au niveau de leur structure. Ils racontent l'histoire de personnages qui ne se connaissent pas au début du film, mais qui vont être liés par une chaîne de cause à effet. Ces films sont de très bons thrillers dramatiques, qui tirent leur originalité de leur structure, mais la mise en scène en elle-même est assez académique. Iñárritu tourne beaucoup en caméra à l'épaule avec des focales classiques. Il en est visiblement de même avec Beautiful, son 4e film, dont je n'ai vu que la bande-annonce. À partir de son 5e film, son style évolue vers une mise en scène du plan séquence, et la caméra à l'épaule est remplacée par le Steadicam ou la grue. Dans The Revenant, son dernier film, la réalisation vise à mettre en valeur les paysages naturels. Pour ce faire, Iñárritu et son chef opérateur Emmanuel Lubezki optent pour un format d'image plus large, le 2.35, alors que tous ses précédents films étaient tournés en 1.85. Ils optent aussi pour une lumière naturelle et des focales courtes sphériques. Ils ont choisi le sphérique plutôt que l'anamorphique car ce procédé donne une plus grande profondeur de champ. La grande profondeur de champ permet de bien mettre en valeur les paysages tout en se rapprochant le plus possible de DiCaprio afin d'impliquer le spectateur dans le calvaire que subit son personnage. Aussi, le fait que les plans soient assez longs permet une plus grande immersion. Nous allons à présent nous intéresser à son 5e film, Birdman, pour une analyse plus détaillée. Comme dans l'épisode 1, je vais décortiquer le film avec la méthode de Christopher Vogler. Donc on va entrer dans la partie spoiler incessamment sous peu. Incessamment sous peu, c'est-à-dire maintenant? Ouais. Donc le film s'ouvre sur une météorite qui tombe. Puis on entre rapidement dans l'acte 1 avec l'étape du monde ordinaire. On voit Regan dans sa loge utiliser ses soi-disant super pouvoirs. La voix off nous annonce déjà le conflit intérieur qui le hantera pendant tout le film. Ensuite, il quitte sa loge et traverse de nombreux couloirs pour arriver sur la scène où il joue une répétition de la pièce avec les autres comédiens. L'appel de l'aventure a lieu lorsqu'un des comédiens reçoit un projecteur en pleine tête. Cet événement met en péril la pièce puisque le comédien ne sera pas en mesure de jouer lors de la grande première qui a lieu 3 jours plus tard. La mission est donc pour Regan d'être en mesure de présenter sa pièce. Au début, il refuse et veut tout abandonner. Ensuite, il discute avec son producteur qui lui dit qu'il faut trouver une solution pour jouer quand même la pièce. Le passage du premier seuil se fait lorsque Mike arrive pour remplacer le comédien blessé. L'annonce de sa présence dans le théâtre clôt l'acte 1. Our perfect dream actor is not gonna knock on that door and go, "Hey fellas, when do I start?" You know? Can I talk to you for a second? Yeah, what's up? Did you find another actor? No. Okay, well, Mike's available. He is? L'acte 2 débute avec la phase des tests alliés et ennemis, c'est-à-dire les péripéties. Cette phase est la plus longue du film. On ne sait pas trop si Mike va être bénéfique à la pièce ou va tout faire foirer. On ne sait pas trop si c'est un allié ou un ennemi de Regan. On découvre le personnage de la critique aigrie qui est présenté comme un ennemi. Il y a aussi la relation conflictuelle entre Regan et sa fille, entre Regan et Birdman, et entre Regan et son ex. Bref, je passe vite parce que si vous êtes à ce stade de la vidéo, vous êtes censé avoir déjà vu le film. Ensuite, on a l'approche du cœur de la caverne, lorsque juste avant la grande première, l'ex de Regan vient voir ce dernier pour l'encourager. L'épreuve suprême est évidemment la scène de la grande première, au cours de laquelle Regan se tire une balle. Puis survient la phase de la récompense lorsque les spectateurs applaudissent. C'est la fin de l'acte 2. L'acte 3 débute avec l'étape du chemin du retour. On a un enchaînement de plans évoquant la vie de Regan, son parcours, sa carrière et sa chute d'une certaine manière.
Ensuite, on a la résurrection qui est très logiquement le réveil de Regan dans l'hôpital. Et enfin, le retour avec l'élixir lorsqu'on s'aperçoit que Regan a enfin le succès et la reconnaissance dont il rêvait. Voilà, et le film se termine avec l'envol de Regan par la fenêtre. Regan a atteint ses objectifs qui étaient de réussir sa pièce et d'obtenir la reconnaissance de sa fille, donc le film est fini. Parlons un peu de la réalisation. Le film a l'intéressante particularité d'être tourné et monté pour donner l'illusion qu'hormis l'étape du chemin du retour au début de l'acte 3, le reste du film constitue un unique plan séquence. Je trouve ce choix de mise en scène plutôt judicieux, car ça permet d'appuyer le sentiment de continuité voulu par le scénario. De plus, ça donne un côté théâtral au film, dans le sens où, comme au théâtre classique, on a une unité de temps. Le plan séquence permet de donner la sensation que tout se passe en direct, ce qui est très immersif. L'histoire est essentiellement centrée sur les personnages, donc la caméra les cadre généralement en plan serré. Techniquement, le film est tourné selon un procédé similaire au plan d'intro du film 9 mois ferme dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode. Certaines parties ont été tournées au Steadicam, et d'autres à la crosse d'épaule. C'est un faux plan séquence. Il y a un certain nombre de coupes discrètes qui sont faites. Des vidéos ont déjà été faites à ce sujet, donc je reviens pas dessus et je vous renvoie vers ces vidéos si ça vous intéresse. Ce choix de mise en scène a nécessité un très gros travail préparatoire. Tous les mouvements de caméra et les déplacements des comédiens ont été minutieusement prévus avant le tournage, et les décors ont été construits en studio pour correspondre à ces déplacements. La longueur des couloirs a été étudiée pour avoir une bonne dynamique dans les déplacements d'un lieu à un autre. La musique joue également un rôle important dans le dynamisme du film. Elle est composée en grande partie de solos du batteur Antonio Sanchez qui permettent vraiment de rythmer le film. Maintenant, je vais parler un peu de la photographie. Elle est gérée par le chef opérateur Emmanuel Lubezki, qui est aussi le chef opérateur de The Revenant qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure. Le film a été tourné en numérique avec des caméras Alexa de la marque allemande Arri. Le choix du numérique s'est avéré nécessaire en raison de la longueur des plans, car en pellicule, la durée d'une bobine est limitée à 10 minutes à 24 images par seconde. 24 images secondes étant le standard au cinéma. Lubezki a aussi choisi de tourner en numérique pour plus de souplesse au niveau de l'éclairage. C'est un petit peu la même raison que pour 9 mois ferme. En effet, les capteurs numériques ont l'avantage de nécessiter moins d'éclairage au tournage, car ils offrent une plus grande plage dynamique que la pellicule. C'est l'occasion pour moi d'ouvrir une petite parenthèse sur la plage dynamique. Pour comprendre ce qu'est la plage dynamique, il faut comprendre ce qu'est une image surexposée et une image sous-exposée. Prenons des exemples. Ici, on a une partie de l'image qui est surexposée. C'est la zone qui est complètement blanche. Cette zone est trop lumineuse pour la sensibilité du capteur. On a donc une perte de détail, c'est pour ça qu'elle est totalement blanche. A l'inverse, voici une image avec une partie sous-exposée. C'est la zone qui apparaît complètement noire. Là aussi, on a une perte de détail dans cette zone qui est cette fois trop sombre pour la sensibilité du capteur. La plage dynamique, ça désigne la zone de l'image correctement exposée, c'est-à-dire la différence de luminosité tolérée par le capteur au sein d'une image ou d'un plan. Si on ne modifie pas l'exposition au cours de la prise de vue, évidemment. Plus la plage dynamique est grande, plus on aura de détails dans les zones sombres et dans les zones lumineuses. Donc, plus la plage dynamique est grande, plus on peut tourner avec de grandes différences de luminosité au sein de la même image sans avoir de perte de détail. Par exemple, des problèmes d'exposition peuvent survenir lorsqu'on tourne face à une fenêtre et qu'il fait grand soleil à l'extérieur. Généralement, dans ces cas-là, on a soit l'intérieur de correctement exposé et l'extérieur surexposé, soit l'extérieur de correctement exposé et l'intérieur sous-exposé. La solution pour avoir un intérieur et un extérieur correctement exposés, c'est d'éclairer comme un bâtard l'intérieur de la pièce pour avoir une quantité de lumière qui soit équivalente dans les deux parties de l'image, et ainsi réduire la différence de luminosité. C'est pour cette raison que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tournages de nuit nécessitent souvent moins de lumière, car si l'extérieur est sombre, autant avoir un intérieur sombre pour avoir une image équilibrée au niveau de la lumière. Une partie du travail du chef opérateur consiste souvent à équilibrer la lumière au sein de l'image. Enfin, sauf si le but artistique est d'avoir une image contrastée, évidemment. Bref, donc plus la plage dynamique est grande, moins on a besoin d'équilibrer la lumière, puisqu'on a moins de perte de détails, donc moins on a besoin d'éclairer. Et dans le cas d'un film composé de plans séquences en mouvement comme Birdman, avoir une caméra capable de capter correctement l'image lors des changements de lumière est particulièrement important ici puisque la lumière change constamment. Le numérique offre une plus grande plage dynamique que la pellicule. Attention cependant à ne pas confondre la plage dynamique avec l'espace colorimétrique, car l'espace colorimétrique c'est le nombre de nuances de couleurs captées par la caméra, c'est-à-dire la capacité de la caméra à distinguer la différence entre un rouge clair et un rouge légèrement plus foncé par exemple. Car sur ce point, les caméras numériques actuelles n'offrent pas à ma connaissance une palette de couleurs aussi étendue que celle fournie par l'argentique. Au niveau des couleurs, justement, j'ai noté 3 couleurs dominantes particulièrement présentes dans le film. On a d'une part une présence importante de bleu. Je pense que cette couleur symbolise la fiction et le fantastique. L'espace entre la scène et les coulisses est systématiquement éclairé d'une lumière bleue. C'est un petit peu comme une sorte de sas entre la réalité des coulisses et la fiction qui se joue sur la scène. De plus, le personnage de Birdman est bleu et c'est un personnage fantastique et fictif. On a aussi quelques scènes éclairées en rouge. Les personnages passionnés sont éclairés de cette couleur. Enfin,
La lumière blanche symbolise la pureté, la perfection à laquelle Regan rêve d'accéder. Il est illuminé d'une lumière blanche lors de son monologue sur scène, par exemple. Et je trouve que ça symbolise bien la quête de reconnaissance et de succès qui le motive et le fait avancer. J'ai aussi noté une utilisation symbolique du contraste. Lorsque l'ex de Regan va le voir pour essayer de le dissuader de faire la pièce, elle est éclairée en clair-obscur, ce qui lui donne un côté menaçant. Au contraire, quand elle revient le voir pour le féliciter du succès de sa pièce, son visage est plus éclairé. Elle ne représente plus un obstacle à la quête de Regan. Au niveau des décors et des costumes, j'ai constaté que les coulisses et les habits des personnages dans la vie de tous les jours sont plutôt ternes comparés aux décors et aux costumes de scène. C'est une manière de montrer que sur scène, tout est plus beau, plus propre et plus coloré que dans la vraie vie. En plus, ça renforce la beauté de la pièce. Maintenant, pour finir, je vais vous livrer une interprétation personnelle de la fin du film. C'est une interprétation que je trouve intéressante car elle justifie des aspects de la mise en scène. De plus, je ne suis pas le seul à avoir cette théorie car j'ai trouvé une interprétation similaire sur internet. Et ça me semblait intéressant d'en parler car il y a débat. Partons de la racine du débat. Birdman n'existe pas. C'est un postulat qui est difficilement contestable car à plusieurs reprises dans le film, on constate une non-concordance entre les soi-disant super-pouvoirs de Regan et ce que perçoivent les autres personnages. Comme par exemple, lorsque Regan atterrit de son vol. Bon, déjà, personne n'est surpris de voir un mec voler dans le ciel dans le plus grand des calmes. En plus, un taxi lui court après pour lui demander de payer la course. On comprend bien qu'il a fait une balade en taxi en s'imaginant qu'il volait. Donc, tout au long du film, Regan est le seul à voir et entendre Birdman. Ça sonne comme une évidence. Or, ce qui a gêné certaines personnes, c'est que la chute du film semble aller à l'encontre du fait que Birdman soit imaginé par Regan. Car à la toute fin du film, la fille de Regan semble le voir voler. En voyant cette fin, certaines personnes ont fait « Oui, c'est n'importe quoi, à la base c'était un film sur un mec qui est obsédé par un personnage fictif... Sauf que ça devient complètement fantastique à la fin, sans aucune raison, nanani. Et c'était censé critiquer les blockbusters, sauf que ça fait un happy end comme tous les blockbusters, et c'est n'importe quoi, nanani, nanana. C'est Alex, tu fais très bien le critique rageux. Bah merci. Donc à ces gens-là, je répondrai, qu'est-ce qui vous dit que cette scène finale de happy end existe vraiment dans la diégèse du film? C'est-à-dire dans la réalité des personnages. Je m'explique. Durant tout le film, le spectateur est placé dans l'esprit de Regan. On entend Birdman parler à Regan et on voit les super-pouvoirs de ce dernier. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de choses imaginées par Regan qui nous sont données à voir. Alors pourquoi la scène finale ne serait pas un fantasme de Regan? Ma théorie, c'est que lorsque Regan se tire une balle, il tombe dans le coma. Et nous, en tant que spectateurs, on a toujours accès à son imagination, comme c'est le cas depuis le début du film. Donc ça veut dire qu'on a accès à ses rêves. Ainsi, je pense que la scène du réveil à l'hôpital est une scène rêvée par Regan dans son coma. Et ce qui appuie cette théorie, c'est justement ce que beaucoup ont critiqué. Tout est beaucoup trop parfait dans cette scène pour être vraiment cohérent avec le reste de l'histoire. Tout se passe exactement comme Regan voudrait que ça se passe puisque c'est un fantasme. C'est pourquoi la critique haineuse fait l'éloge du travail de Regan. Thompson has unwittingly given birth to a new form which can only be described as super realism. Alors qu'à la fin de la représentation, on la voit clairement partir avant tout le monde sans applaudir. Et le plan final de la fille de Regan qui regarde vers le ciel, ça signifie qu'il espère qu'elle l'ait enfin compris. C'est tout à fait logique, car Regan se sacrifie pour le réalisme de sa pièce. Il est persuadé que c'est ce qu'il fallait faire pour obtenir la reconnaissance qu'il cherche pendant tout le film. Cette fin est, de ce point de vue, tout à fait en accord avec le propos du film. Durant tout le film, on nous montre l'envers du décor de la création de la pièce de Regan. On y voit la complexité du milieu du spectacle. Il y a plein d'éléments qui critiquent l'attitude de certains fans, et qui nous renvoient au fait qu'aujourd'hui on met bien plus en avant les comportements déviants et débiles que les œuvres artistiques. You're becoming a trending topic. Really? Yeah. I should probably tell you about this before anybody else does. 350,000 views in less than an hour. Tout le film confronte le divertissement et l'œuvre d'art. Ce que dit le film, c'est que le spectateur a tort du grand spectacle. On le voit lorsque Regan se tire une balle. Comment réagit le public ? Il applaudit. Alors vous me direz, le public ne sait pas que Regan se tire vraiment dessus à ce moment-là du film. Et justement, c'est là toute la subtilité du propos qui est derrière le film. Et c'est dans le titre, Birdman ou la surprenante vertu de l'ignorance. La surprenante vertu de l'ignorance renvoie directement, selon moi, à l'ignorance des gens face à ce qu'on leur montre. Les gens regardent des pièces de théâtre sans comprendre comment ce milieu fonctionne. La critique choisit par avance d'ignorer et de mépriser le travail de Regan. Les journalistes qui questionnent Regan s'auto-persuadent qu'il veut faire un nouveau Birdman. 20 years ago, I said no to Birdman 4. Birdman 4! You do Birdman 4! Ils ignorent et ne cherchent pas à comprendre pourquoi il fait sa pièce. Regan est continuellement confronté à l'incompréhension des gens face à ce qu'il fait, et cette incompréhension découle directement de l'ignorance.
D'une manière générale, ça renvoie au traitement qu'on fait de l'information, qu'on relaie souvent sans même en vérifier la véracité. Je vous laisse revoir le film en pensant à tout ça car je pourrais en parler pendant des heures. Vous verrez qu'un grand nombre d'éléments du film sont là pour dénoncer cette ignorance. Les gens applaudissent lorsqu'ils voient du spectaculaire mais ne prennent pas le temps de réfléchir à ce qu'il y a derrière. Maintenant, en prenant en compte tous ces éléments, reconsidérons la fin. Eh bien, je pense qu'elle nous ramène à notre point de vue de spectateur. Comme s'il nous disait, on a fait passer un message tout le long du film, maintenant serez-vous suffisamment attentif pour en tenir compte et comprendre le message qu'il y a derrière, ou serez-vous dupé par les images? Allez-vous remettre en question le fondement de ce qu'on vous montre, ou bien allez-vous croire au happy end? Car on peut considérer que Regan soit tombé dans le coma après s'être tiré une balle, imaginerait la scène de l'hôpital avant de décéder à la toute fin du film. Voilà, donc c'est une interprétation très personnelle, mais je la trouve parfaitement cohérente avec le propos du film. De plus, j'ai trouvé sur internet un article qui appuie à peu près la même théorie, et qui rappelle la citation présente au début du film, qui, si on l'a traduit en français, dit « Tu as eu ce que tu voulais dans la vie ? Oui. Et que voulais-tu ? Être aimé, me sentir aimé par tout le monde. » L'auteur de l'article en question fait remarquer que la citation est au passé, ce qui le conforte dans l'idée que Regan meurt à la fin du film et que cette citation est post-mortem. Voilà, j'en ai fini avec Birdman. Si vous avez une interprétation qui diffère de la mienne, je serais ravi de la lire dans les commentaires de la vidéo. La vidéo est finie? Ouais, Ah, donc je peux parler mexicain maintenant? si tu veux, mais éteins la caméra et le micro d'abord. T'es vraiment pas drôle.